Alors, bonjour à tous. Euh, je pense que la session a commencé. On se retrouve pour une nouvelle session aujourd'hui consacrée à la thématique forêt. Nous allons aborder la place de la forêt dans le reporting CDP, mais aussi dans la stratégie globale d'une entreprise, en passant par les concepts clés associés à ce sujet. Pour en parler, nous sommes deux. Émilie et moi, et nous avons le plaisir d'accueillir Émilie, que je laisse présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Miège, je suis manager expert sur les chaînes de valeur agricoles et alimentaires chez Ecoact. Au sein du pôle d'expertise sectorielle, nous travaillons principalement sur les enjeux de décarbonation, de risque, de biodiversité et plus particulièrement sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui de la déforestation dans les chaînes d'approvisionnement. Et je suis ravie de participer à ce webinaire pour pouvoir partager notre expérience. Merci Émilie. Rapidement, Marie-Vicente, consultante sur les sujets de zéro déforestation et la forêt au sein de EcoAct by Schneider. Donc pour rappel, nous avons créé ce club VIP CDP afin d'avoir des exemples concrets d'action et de bonnes pratiques sur des sujets stratégiques du CDP, des sujets qui sont revenus lors de nos échanges avec les clients. Et donc, on a sélectionné un panel d'experts par thématique clé pour pouvoir en parler. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la 5e session de ce club et nous sommes ravis de vous compter parmi ses membres. Donc, nous allons voir ensemble les concepts clés de cette stratégie forêt portée par le reporting CDP et comment aussi aller plus loin avec des actions concrètes. Je laisse Émilie prendre la main pour nous parler du contexte dans lequel cette thématique s'intègre. Nous partageons tous le constat. Je pense que le sujet de la déforestation est un enjeu croissant dans vos activités pour plusieurs raisons. Il existe une dépendance forte des activités humaines aux écosystèmes forestiers. Et donc d'un côté, on a les produits forestiers qui sont des ressources directes des entreprises, mais qui sont également exposés à des dégradations qui sont liées aux approvisionnements en autres commodités agricoles. Donc elles subissent aussi une déforestation indirecte. Alors, pour une entreprise, agir contre la déforestation dans ses activités, ça lui permet de renforcer sa résilience à plusieurs niveaux. Tout d'abord, directement sur ses opérations, pour prévenir des risques de rupture d'approvisionnement, par exemple, de rupture dans ses process, de variation des coûts, mais également, plus indirectement, les risques réputationnels et puis les risques légaux. Donc, on peut très bien prendre l'exemple actuel de la RDE, donc la réglementation européenne contre la déforestation importée, qui mentionne des pénalités qui pourront aller jusqu'à 4% des revenus annuels en cas de non-respect de la réglementation, plus l'exclusion du marché européen. Euh, et puis également, travailler contre la déforestation, ça permet aux entreprises de diminuer forcément leur empreinte carbone de manière significative. Donc, ne rien faire contre la déforestation, ça entraîne un risque et surtout, ça entraîne des coûts plus élevés que ceux qui sont liés à la mise en place d'actions. À l'échelle de l'entreprise, le CDP a estimé que ce coût pouvait atteindre jusqu'à 4,5 fois le coût de l'action. Par action, on pense à la traçabilité, au coût de la certification, de la mise en œuvre du monitoring. Au niveau global, on peut penser aux pertes de services écosystémiques qui sont rendues par les écosystèmes forestiers et qui pourraient représenter jusqu'à plusieurs trillions de dollars à l'horizon de 2030. Donc on comprend bien que ce sujet est grandissant dans les tendances de reporting. Au niveau du CDP, il y a eu plus 167% de répondants sur la forêt entre 2023 et 2024. Donc c'est vraiment quelque chose qui est significatif. Alors la question qu'on peut se poser et qu'une entreprise doit se poser, c'est quel est mon seuil de matérialité pour répondre au CDP? Alors c'est pas le CDP qui vous donne ce chiffre, mais il doit être fixé par l'entreprise. Nous, notre recommandation et des bonnes pratiques, c'est que ce seuil doit être entre 2 et 5% des revenus liés à la commodité. Ce qui peut être noté également, c'est que si une entreprise est invitée pour la deuxième fois à répondre et qu'elle ne le fait pas, elle va avoir une note de F obligatoire qui sera rendue publique. Voilà, donc il faut pouvoir justifier la non-matérialité. Alors, ce qu'on va voir dans la slide prochaine, c'est quelles sont, en fait, pour une entreprise concernée, les étapes et les piliers de stratégie de reporting au regard du CDP, et ce, quel que soit son niveau de maturité.
Alors, on va pas revenir sur les thématiques de gouvernance qui seront traitées dans un webinaire à part, mais qui sont bien sûr une des composantes incontournables d'une stratégie zéro déforestation. Alors, quelles sont les étapes de ma réponse quand je suis répondant au CDP? Le premier volet, dans un premier temps, je réalise un exercice de cartographie de mes activités sur l'ensemble de mes chaînes d'approvisionnement pour identifier où sont les risques et prioriser ma stratégie. Dans un deuxième temps, je dois être capable de mesurer, de communiquer pour chacune de mes commodités qui sont soumises à une notation par le CDP. Je dois être capable de justifier la part qui n'est pas responsable de déforestation ou de conversion d'écosystèmes. Ensuite, pour les volumes qui pourraient être identifiés à un risque de déforestation, je dois communiquer des actions de mitigation. Dans un troisième temps, et de manière plus opérationnelle, je dois être en mesure de suivre l'empreinte physique de mes chaînes d'approvisionnement, de mes activités directes, par exemple en termes d'hectares déforestés ou convertis en termes de changement d'usage des sols. Ensuite, la quatrième étape, elle consiste à se fixer une ambition pour réduire mon impact et à définir une échelle de temps et à communiquer sur mon plan d'amélioration. Et enfin, à réfléchir à comment je peux m'engager au-delà de ma chaîne, comment je peux travailler au-delà de mes opérations directes en engageant mes parties prenantes. Alors, quand on réfléchit à une stratégie de réponse au CDP, on se rend bien compte qu'on est dans un écosystème indépendant, que donc ce CDP est un cadre de reporting qui s'intègre dans un ensemble de cadres normatifs. Donc, on va prendre en compte, et ce cadre réglementaire est de plus en plus contraignant. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'AFI publie des guidelines et met à jour régulièrement des guidelines qui sont alignés avec l'ensemble de ces cadres. On a le cadre notamment du GAG, Land Sector and Removals, qui va fixer des cadres de comptabilité carbone, par exemple. On a ensuite le SBT Flag, qui concerne donc les entreprises qui se sont engagées au sein de l'initiative du SBT et qui sont liées au secteur des sols, de la forêt et de l'agriculture, et qui donc auraient des émissions dites flag qui sont supérieures à 20% de ces émissions totales. Dans ce cas-là, ces entreprises ont l'obligation d'avoir une trajectoire spécifique flag et un engagement zéro déforestation obligatoire. Et puis enfin, on a la réglementation de la RDUE ou EUDR européenne qui est obligatoire pour toutes les commodités qui entreraient sur le territoire européen ou seraient exportées à partir de l'Union européenne. Merci Émilie. Donc on va commencer par le premier point, la première étape qui est cette visibilité, ce reporting sur vos commodités et quelles matières premières vous allez reporter au CDP. On voit dans ce diagramme circulaire qu'en 2023, la majorité du reporting portait d'abord sur les produits issus du bois, puis sur l'huile de palme, le soja et les produits d'origine animale. Les quatre commodités qui sont en bleu sont celles qui sont scorées par le CDP, contrairement aux autres non scorées, comme le caoutchouc, le café et le cacao, qui ne le sont pas encore, mais il est possible que le CDP élargisse son scoring à ces matières dans les années à venir. Donc le CDP a différentes attentes en termes de transparence et de reporting. Il exige que toute commodité scorée qui représente plus de 1% du volume total des commodités scorées ne soit pas exclue du reporting. Et ces critères-là, ces deux seuils qui donnent, ce sont aussi pour être dans la A-list, qui est du coup la liste du meilleur score CDP. Donc, ça, c'est le premier seuil au sein de donc, une commodité qu'on pourrait exclure. Mais on a aussi à l'intérieur d'une commodité les exclusions, par exemple, des dérivés de soja ou de palme, ne doivent pas dépasser 5% du volume total de la commodité qui est reportée euh, au sein du questionnaire forêt. Donc ça, c'est deux seuils qui sont vraiment primordiaux quand vous allez décider d'exclure, enfin de reporter une commodité et d'émettre des exclusions. Puis enfin, l'entreprise doit aussi déclarer l'origine de 100% des volumes qui sont reportés. Et aucune origine inconnue n'est acceptée, en tout cas, pour avoir le meilleur score. On a mis ici deux exemples, donc deux comparaisons d'entreprises, L'Oréal et Nestlé. Ce tableau est intéressant parce qu'on voit que L'Oréal a du coup reporté sur la commodité donc, en bois, l'huile de palme et aussi le soja. Aucune exclusion n'en a été reportée, tandis que Nestlé a reporté sur quatre commodités qui sont le bois, l'huile de palme, les produits animaliers et le soja.
Et là, on a deux des volumes exclus qui n'ont pas été reportés. Donc là, il y a vraiment un enjeu de transparence, mais aussi sur l'huile de palme et sur le soja. On a deux types d'exclusions qui sont avec des raisons qui sont plutôt, enfin, qui sont différentes, soit associées à des enjeux de traçabilité, de données qui ne sont pas disponibles ou de faibles volumes qui ne vont pas être principaux sur les activités de Nestlé, mais aussi sur le sujet de embedded soy, donc les sojas intégrés qui sont, on le sait bien, un enjeu de traçabilité très grandissant, enfin très fort au sein des entreprises. Et donc là, le scoring ne va pas être le même. Euh, Dès lors que c'est 5%, on voit que ça dépasse le seuil à l'intérieur d'une commodité de 5% d'exclusion, et ce qui peut expliquer en tout cas une note plus faible, bien sûr, comprenant donc tout le questionnaire, mais là, on a une perte de points. Par contre, sur le soja intégré, donc les 71%, ça, c'est une exclusion qui est acceptée par le CDP parce que c'est un enjeu de traçabilité qui est très fort, donc il n'est pas scoré de la même façon. Donc ça, c'était sur les enjeux de, voilà, de reporting des commodités, mais on a aussi pour identifier les différents risques, lieux à risque, on a la traçabilité qui est demandée par le CDP. Et cette échelle de traçabilité, elle permet de voir plusieurs niveaux du plus ou moins précis, allant d'une traçabilité qui est limitée ou même inconnue à l'échelle du continent jusqu'à une zone d'approvisionnement, donc par exemple à 50 km à la ronde d'une ferme, qui est la zone d'approvisionnement sourcing area, puis au plus précis, c'est-à-dire d'aller directement connaître la ferme, le point précis qui est l'unité de production, et c'est ce que le CDP demande, en tout cas pour avoir les meilleurs points et pour être donc dans les best in class, les meilleures pratiques, il faut avoir plus de 70% des volumes sourcés pour chaque commodité qui soient traçables à l'unité de production et ou à la zone d'approvisionnement. Ce qu'on voit ici dans cet exemple, c'est qu'on a quatre entreprises différentes avec des niveaux de maturité différents. Là, on a pris l'exemple du soja, donc de la traçabilité sur le soja de ce qu'elles ont pu reporter. On voit bien que L'Oréal et Danone, on a quasiment 80% de la traçabilité qui est faite directement à l'unité de production, donc à la ferme, tandis que Cargill, ça va être plutôt 60%, et Nestlé, 0% à l'unité de production. Et on a un pourcentage faible, mais qui est quand même présent, d'origine non connue sur le volume de soja qui est reporté. Ce total fait 100% et ça nous permet de voir un peu les niveaux de maturité qui, encore une fois, explique pas à lui seul le score global, mais qui permet un peu de voir les niveaux de maturité selon les entreprises et les secteurs. Deuxième étape de cette stratégie forêt, c'est de venir évaluer le pourcentage de commodités non issues de la déforestation ou de la conversion. Donc, le CDP a une définition de cette zéro déforestation, zéro conversion, qui est sur la toute production, approvisionnement ou investissement qui n'entraîne pas directement ou indirectement de la déforestation ou de la conversion des écosystèmes naturels. Et le CDP a différentes attentes de la part des entreprises. Il souhaite que les entreprises donc, prouvent que les volumes qu'elles déclarent, comme sans déforestation ou sans conversion, soient effectivement vérifiés et qu'elles expliquent aussi ce qu'elles font pour les volumes qui ne le sont pas encore. Il y a trois méthodes qui sont définies pour pouvoir vérifier les volumes. Donc ça, c'est voilà, un peu plus en détail dans le CDP, mais notamment d'avoir une certification qui prouve que ces volumes sont bien non issus de la déforestation et de la conversion. Euh, Ici, on a un petit diagramme circulaire où on observe que sur 217 reporting, 37% des entreprises déclarent entre 20% et 89% de volumes qui sont non issus de la déforestation et de la conversion, tandis que 30% atteignent les 100% DCF. Ce résultat peut sembler très élevé, mais il faut le nuancer aussi, parce que ces chiffres ne tiennent pas forcément en compte des volumes qui ont été exclus du reporting. Donc c'est bien un pourcentage qui est sur les volumes reportés. Potentiellement, on peut avoir 100% de DCF, mais d'avoir exclu une grande partie de notre exclusion parce qu'on n'a pas pu le tracer. Euh,
On vous a mis aussi ici un exemple d'action sur les volumes qui ne sont pas encore DCF. Donc on voit ici Danone et Nestlé qui sont déjà à un fort volume déjà DCF, enfin en tout cas non issu de la déforestation, quasiment 100% pour Danone et 98% pour Nestlé. Euh, Ici, toutes deux travaillent avec leurs fournisseurs, mettent en place des certifications et des partenariats. Par contre, Danone va aller encore plus loin en intégrant un suivi par satellite et une analyse approfondie des risques pour renforcer la surveillance. Troisième étape, ça va être venir mesurer directement les impacts de la déforestation et de la conversion. Comme le disait Émilie, cette étape peut être soit les émissions de changement d'usage des sols que vous allez pouvoir mesurer, mais aussi le nombre d'hectares qui sont déforestés. C'est pour ça qu'on parle d'un monitoring, d'une évaluation enfin, des impacts concrets de cette déforestation. Le CDP a des attentes différentes selon le rôle de l'entreprise. Donc, si vous êtes des producteurs, on vous demande de montrer que vous avez bien suivi votre empreinte de déforestation et de conversion sur les terres que vous possédez, gérez ou vous contrôlez. Tandis que lorsque vous êtes acheteur, donc vous allez sourcer vos matières premières, on vous demande soit un suivi, mais aussi une possible estimation de l'empreinte sur la chaîne d'approvisionnement selon la zone d'achat. D'où aussi cette traçabilité de connaître où est-ce que vous sourcez pour pouvoir estimer cette déforestation. On a encore une fois deux exemples, Danone et Cargill, selon les outils qu'ils utilisent et aussi les méthodes. Là, cette fois-ci, c'est sur l'huile de palme. Donc, on voit Danone a un rôle différent de Cargill. Danone va uniquement être acheteur, alors que Cargill va produire mais aussi acheter. Dans le cas de Danone, on voit que 663 hectares ont été déforestés depuis la date limite de coupe, donc la cut-off date qu'on entend souvent, qui est donc fin 2020. 663 hectares déforestés. Deux outils qui sont utilisés par Danone, qui sont donc un cabinet de conseil, Threekill, mais aussi ils se basent sur la CGF, Consumer Good Forum, et FPC, c'est Forest Positive Coalition, donc un partenariat avec différents outils qu'ils proposent. Et dans les méthodes utilisées, on a une approche qui est différente. Danone a décidé donc de convertir les volumes achetés en surface agricole. Ils estiment l'impact sur l'usage des terres sur les rendements nationaux, puis évaluent le risque de déforestation à partir des taux nationaux. À l'inverse, Cargill évalue, suit son empreinte, mais ne l'a pas reportée en tout cas dans leur questionnaire 2024. Ils utilisent des outils différents et leur approche, c'est d'utiliser plutôt la surveillance satellite et la localisation précise des plantations. Ils réalisent des audits internes réguliers, mais aussi des audits externes, notamment avec la certification RSPO, et s'appuient sur des référentiels internes et sectoriels. Donc voilà, c'est intéressant de voir aussi selon la maturité de l'entreprise, quelles sont les différentes méthodes et outils utilisés pour pouvoir mesurer ces impacts. Enfin, s'engager au-delà de sa chaîne de valeur, c'est ce que le CDP recommande aux entreprises, notamment dans les régions d'approvisionnement prioritaires, pour réduire les risques et atteindre leurs objectifs de durabilité. Trois raisons principales de s'engager qui ont été reportées au sein du CDP. En tout cas, c'est ce qu'on voit des clients. Euh, la première, c'est de protéger et de restaurer les écosystèmes naturels. La seconde, c'est de réduire les risques liés à la déforestation ou à la dégradation des terres. Puis enfin, l'entreprise peut être directement concernée parce qu'elle opère dans des régions où ces risques sont présents. D'ailleurs, on voit c'est une tendance forte de ces dernières années. On observe une forte augmentation du reporting sur ces engagements au-delà de la chaîne de valeur. Donc les trois entreprises, là on voit qu'on est passé donc de 27 à 300 reporting sur ces engagements au-delà de la chaîne de valeur entre 2023 et 2024. Et puis là, on vous a mis toujours en reprenant ces exemples de Danone, Cargill et Nestlé sur ces trois entreprises présentées. Les trois ont toutes des actions concrètes avec des ONG, des communautés locales, mais aussi dans leurs propres opérations. Ici, vous avez cette synthèse des critères essentiels qu'on retrouve dans chaque
sur chaque slide sur les attentes du CDP. On va les revoir ensemble parce qu'elles sont vraiment importantes pour aussi prévoir l'année prochaine et les meilleures pratiques à mettre en place. Donc en termes de matières premières, de traçabilité, donc cette visibilité, on vient bien reprendre les deux seuils. Donc sur la commodité, si jamais vous voulez reporter sur le bois, le palme et le soja, ces trois commodités sont scorées. Si vous décidez d'en exclure une, il faut bien regarder si son volume ne représente pas plus de 1% du volume total de toutes les commodités, de ces trois commodités scorées, pour pouvoir avoir tous les points. Deuxième critère d'exclusion, c'est au sein d'une commodité. Lorsque vous avez vous voulez exclure au sein du soja des dérivés du soja ou au sein du palme des dérivés de l'huile de palme, il ne faut pas que cette exclusion dépasse 5% des volumes totaux de la commodité, en tout cas du total produit ou sourcé, et c'est bien en tonnes que l'on parle. Sur l'ensemble des origines, vous allez avoir en fait un découpage qui va vous être demandé, qui vous a été demandé cette année ou si vous préparez l'année prochaine, un découpage des origines par quantité, de se dire au Brésil, je source 3000 tonnes de bois et je peux donner la juridiction, je peux donner la zone d'approvisionnement. Et ça, il faut avoir plus ou moins 100% des volumes avec une origine qui est connue. Enfin, en termes de traçabilité, c'est ce qu'on voyait, d'avoir plus de 70% des volumes qui sont sourcés soit à l'unité de production, soit à la zone d'approvisionnement pour chaque commodité. Et ça, c'est un enjeu qui est très fort dans le CDP, en tout cas dans le module spécifique à la forêt, qui va vous permettre d'avoir, certes, de rentrer dans la A-list, donc dans cette liste d'entreprises avec les meilleures pratiques, mais aussi d'avoir le plus de points. Ensuite, vous avez les targets qu'on verra dans un futur webinaire, mais qui fait vraiment partie intégrante de cette stratégie. C'est de se fixer un objectif de non-déforestation, non-conversion pour chaque commodité qui sont reportées, avec une date limite, enfin une date de fin de coupe qui ne doit pas dépasser 2020, et aussi une ambition, une date de fin de zéro déforestation qui ne doit pas dépasser 2025. Donc, ces objectifs, vous les retrouvez, comme le disait Émilie, dans le SBT, notamment le SBT FLAG, qui est l'ambition zéro déforestation du SBT. Enfin, en tout cas, qui est inclus dans le SBT FLAG. Puis, on a cet indicateur DCF. Là, on le revoit, le CDP demande à ce que l'entreprise évalue son pourcentage de zéro déforestation, zéro conversion, où est-ce qu'il se situe pour chaque commodité qui est reportée. Et reporte donc ce pourcentage avec une mesure et qu'il le vérifie avec des outils et des méthodes concrètes. Et à la fin, au-delà de la chaîne de valeur, c'est aussi une attente du CDP, et c'est pour aller plus loin, vous pouvez aussi soutenir l'implémentation de politiques ou d'engagements dans les communautés ou dans les régions dans lesquelles vous sourcez pour vraiment avoir quelque chose de complet sur cette stratégie forêt. J'ai essayé de faire une synthèse. Bien sûr, vous aurez le replay de ce webinaire à la fin pour pouvoir revoir tous ces critères si jamais un détail vous a échappé. Maintenant, je laisse Émilie vous présenter quelques actions concrètes pour pouvoir mettre tout ça en place au sein de votre entreprise. Ah, Émilie, ton micro. Oui, donc le CDP, c'est avant tout un cadre de reporting qui donne des indications à vos parties prenantes, à vous-même sur votre niveau de maturité en matière de travail contre la déforestation. C'est pourquoi, en amont des campagnes du CDP, ce qu'on recommande, c'est et ce qui est important, c'est qu'en fonction de votre maturité, il faut déjà poser les premières briques de votre stratégie forêt ou d'aller plus loin avec une stratégie complète de gestion de la déforestation de vos activités directes et dans vos chaînes d'approvisionnement. Il faut aussi garder en tête que le niveau d'exigence du CDP, on le voit bien, il a tendance à augmenter d'une année sur l'autre, d'où l'importance d'anticiper et vouloir être prêt quand on veut continuer à être un leader au regard du CDP. Donc nous, c'est dans cette optique qu'on a développé plusieurs services d'accompagnement. Je dirais, la première
étape essentielle quand on s'engage dans une stratégie de déforestation, c'est bien de pouvoir faire le diagnostic et la cartographie de ces risques. Donc ça passe à travers une analyse de vos matières premières à risque, une cartographie complète de vos chaînes d'approvisionnement selon les cas jusqu'aux parcelles, une évaluation complète des risques en s'appuyant sur une phase de collecte et d'analyse de données des fournisseurs notamment. Donc tout ça, ce sont des étapes sur lesquelles on intervient avec plusieurs clients sur différents types de commodités. Ensuite, on passe à une étape beaucoup plus complète, qui est d'un accompagnement dans la stratégie complète de zéro déforestation et conversion d'écosystèmes. Alors, cet accompagnement, en fait, il s'attache à structurer une approche complète en démarrant, bien sûr, par la gouvernance, en travaillant sur des politiques, déforestation, anti-déforestation, politique d'approvisionnement, une feuille de route opérationnelle complète. Et puis, on travaille aussi sur le sujet de l'engagement avec vos fournisseurs, de planification avec vos fournisseurs. Ce travail que l'on fait, on déploie et on a déployé des approches spécifiques selon les cadres de reporting ou selon les cadres qui peuvent être de reporting réglementaire ou volontaire. Et donc, comment on travaille? Donc, on va évaluer votre conformité réglementaire et va vous faire des recommandations d'alignement. On est bien sûr en partenariat avec l'AFI, ce qu'on vous disait, c'est parce que ça nous permet d'harmoniser les pratiques tout en répondant aux différents cadres. Et pour vous donner un exemple, dans le cadre de la RDUE, donc de la réglementation européenne contre la déforestation importée, on va travailler dans un premier temps à l'identification des commodités et des opérations qui sont concernées, ce qui va nous permettre aussi d'identifier vos obligations qui sont différenciées selon votre positionnement et votre rôle dans la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous êtes un opérateur? Est-ce que vous êtes un trader? Est-ce que vous êtes en amont? Est-ce que vous êtes en aval? Et sur la base de toute cette analyse, vous accompagnez dans la mise en œuvre d'une diligence raisonnée, les procédures, vous accompagnez sur tout ce qui est procédure d'enregistrement sur la plateforme européenne Trace, et tout, voilà, tous les volets qui sont nécessaires pour être en conformité. Voilà. Donc après, pour une entreprise, pour être en mesure de suivre et présenter des preuves claires sur l'origine, la traçabilité, le suivi, toutes ces étapes qui sont très importantes pour pouvoir garantir la solidité, la robustesse de vos plans d'action de déforestation, voilà, il faut être en mesure de prouver. C'est pourquoi nous pouvons vous accompagner sur toute l'évaluation de votre système de traçabilité, de suivi. Alors, comment ça se passe cet accompagnement? On peut travailler sur l'étude de vos systèmes de gestion de la traçabilité, sur la transparence, sur le suivi, la garantie de vos origines. Pour ce faire, on va travailler et on va analyser les indicateurs que vous utilisez, les données que vous utilisez, leur fiabilité. On va également venir analyser, on peut également faire un benchmark des outils digitaux que vous utilisez ou qui sont à votre disposition, des outils de suivi satellitaire, les plateformes qui sont disponibles et que vous pouvez utiliser pour vous faciliter, automatiser une partie du travail et du suivi. Avec bien sûr toujours l'optique d'être en conformité avec le cadre de reporting du GAG, l'Ensector, des cadres de reporting de l'AFI, etc. Donc, toutes ces activités, tous ces accompagnements qu'on a déployés à la carte avec plusieurs acteurs qu'on a cités dans cette diapositive. Alors, Marie, je te laisse le dernier mot pour conclure. Oui, merci Émilie, merci à tous pour cette session. On se retrouve pour les 4 futures sessions. Donc l'énergie qui sera ce jeudi. La semaine prochaine, on aura les engagements fournisseurs. On aura le 7 octobre, vraiment les objectifs environnementaux, donc climat, forêt et eau. Et puis on finira sur le plan de transition. J'espère que cette session vous a plu et qu'on vous retrouvera nombreux et nombreuses dans les prochaines sessions. Si vous avez des questions, j'aurais dû vous le dire au début, mais je pense que vous avez vu qu'il y avait un chat avec toutes les questions que vous pouvez poser et on pourra y répondre juste après cette session bien sûr, et vous aurez le replay avec le lien pour pouvoir regarder de nouveau ce webinaire. Merci à tous et bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir.